L'Espérance partit de Nantes un vendredi, comme le remarquèrent depuis des gens superstitieux. Les inspecteurs qui visitèrent scrupuleusement le brick ne découvrirent pas si grande caisse remplie de chaînes, de menottes et de ces fers que l'on nomme, je ne sais pourquoi, barres de justice. Ils ne furent point étonnés non plus de l'énorme provision d'eau que devait porter l'Espérance, qui, d'après ses papiers, n'allait qu'au Sénégal pour y faire le commerce de bois et d'ivoire. La traversée n'est pas longue, il est vrai, mais enfin, le trop de précaution ne peut nuire. Si on était surpris par un calme, que deviendrait-on sans eau? L'Espérance partit donc un vendredi, bien gréé et bien équipé de tout. Le Doubs aurait voulu peut-être des mâts un peu plus solides. Cependant, tant qu'il commanda le bâtiment, il n'eut point à s'en plaindre. Sa traversée fut heureuse et rapide jusqu'à la côte d'Afrique. Il mouilla dans la rivière de Joal, je crois, dans un moment où les croiseurs anglais ne surveillaient point cette partie de la côte. Des courtiers du pays vinrent aussitôt à bord. Le moment était on ne peut plus favorable. Tamango, guerrier fameux et vendeur d'hommes, venait de conduire à la côte une grande quantité d'esclaves. Et il s'en défaisait à bon marché, un homme qui se sent la force et les moyens d'approvisionner promptement à la place, aussitôt que les objets de son commerce y deviennent rares. Le capitaine Ledoux se fit descendre sur le rivage et fit sa visite à Tamango. Il le trouva dans une case en paille qu'on lui avait élevée à la hâte, accompagné de ses deux femmes et de quelques sous-marchands et conducteurs d'esclaves. Tamango s'était paré pour recevoir le capitaine blanc. Il était vêtu d'un vieil habit d'uniforme bleu, ayant encore les galons de caporal. Mais sur chaque épaule pendaient deux épaulettes d'or, attachées au même bouton et ballottant l'une par devant, l'autre par derrière. Comme il n'avait pas de chemise et que l'habit était un peu court pour un homme de sa taille, on remarquait, entre le revers blanc de l'habit et son caleçon de toile de Guinée, une bande considérable de peau noire qui ressemblait à une large ceinture. Un grand sabre de cavalerie était suspendu à son côté au moyen d'une corde, et il tenait à la main un beau fusil à 2 coups de fabrique anglaise. Ainsi équipé, le guerrier africain croyait surpasser en élégance le petit maître le plus accompli de Paris ou de Londres. Le capitaine Ledoux le considéra quelque temps en silence, tandis que Tamango, se redressant à la manière d'un grenadier qui passe à la revue devant un général étranger, jouissait de l'impression qu'il croyait produire sur le blanc. Ledoux, après l'avoir examiné en connaisseur, se tourna vers son second et lui dit « Voilà un gaillard que je vendrais au moins 1000 écus rendus sains et sans avarie à la Martinique. » On s'assit, et un matelot, qui savait un peu la langue zolof, servit d'interprète. Les premiers compliments de politesse échangés, un mousse apporta un panier de bouteilles d'eau-de-vie. On but, et le capitaine, pour mettre Tamango en belle humeur, lui fit présent d'une jolie poire à poudre en cuivre ornée du portrait de Napoléon en relief. Le présent, accepté avec la reconnaissance convenable, on sortit de la case. On s'assit à l'ombre, en face des bouteilles d'eau-de-vie, et Tamango donna le signal de faire venir les esclaves qu'il avait à vendre. Ils parurent sur une longue file, le corps courbé par la fatigue et la frayeur, chacun ayant le cou pris dans une fourche longue de plus de 6 pieds, dont les 2 pointes étaient réunies vers la nuque par une barre de bois. Quand il faut se mettre en marche, un des conducteurs prend sur son épaule le manche de la fourche du premier esclave. Celui-ci se charge de la fourche de l'homme qui le suit immédiatement. Le second porte la fourche du troisième esclave, et ainsi des autres. S'agit-il de faire halte? Le chef de file enfonce en terre le bout pointu du manche de sa fourche, et toute la colonne s'arrête. On juge facilement qu'il ne faut pas penser à s'échapper à la course quand on porte attaché au cou un gros bâton de 6 pieds de longueur. À chaque esclave, mâle ou femelle, qui passait devant lui, le capitaine haussait les épaules, trouvait les hommes chétifs, les femmes, trop vieilles ou trop jeunes, et se plaignait de l'abâtardissement de la race noire. Tout dégénère, disait-il. Autrefois, c'était bien différent. Les femmes avaient 5 pieds 6 pouces de haut, et 4 hommes auraient tourné seuls le cabestan d'une frégate,
pour lever la maîtresse Ancre. Cependant, tout en critiquant, il faisait un premier choix des noirs les plus robustes et les plus beaux. Ceux-là, il pouvait les payer au prix ordinaire. Mais pour le reste, il demandait une forte diminution. Tamango, de son côté, défendait ses intérêts, vantait sa marchandise, parlait de la rareté des hommes et des périls de la traite. Il conclut en demandant un prix, je ne sais lequel, pour les esclaves que le capitaine Blanc voulait charger à son bord. Aussitôt que l'interprète eut traduit en français la proposition de Tamango, Ledoux manqua tomber à la renverse de surprise et d'indignation. Puis, murmurant quelques jurements affreux, il se leva, comme pour rompre tout marché, avec un homme aussi déraisonnable. Alors, Tamango le retint. Il parvint avec peine à le faire rasseoir. Une nouvelle bouteille fut débouchée, et la discussion recommença. Ce fut le tour du noir à trouver folles et extravagantes les propositions du blanc. On cria, on disputa longtemps, on but prodigieusement d'eau-de-vie. Mais l'eau-de-vie produisait un effet bien différent sur les deux parties contractantes. Plus le Français buvait, plus il réduisait ses offres. Plus l'Africain buvait, plus il cédait de ses prétentions. De la sorte, à la fin du panier, on tomba d'accord. De mauvaises cotonnades, de la poudre, des pierres à feu, 3 barriques d'eau-de-vie, 50 fusils mal raccommodés furent donnés, en échange de 160 esclaves. Le capitaine, pour ratifier le traité, frappa dans la main du noir, plus qu'à moitié ivre, et aussitôt les esclaves furent remis aux matelots français, qui se hâtèrent de leur ôter leurs fourches de bois pour leur donner des carcans et des menottes en fer, ce qui montre bien la supériorité de la civilisation européenne.